Le CIRM, c'est une vieille connaissance pour moi depuis le milieu des années 80, en fait. Et j'ai vu toutes les extensions successives. Au début, on faisait les conférences dans le petit bureau du directeur. Après, c'était dans la salle où on est maintenant. Après, il y a eu le nouvel auditorium. Maintenant, il y a aussi toute l'annexe, etc. C'est impressionnant la manière dont le CIRM a évolué. Et cette fois-ci, je viens pour en fait deux raisons, mais qu'on a justement essayé de regrouper de façon un peu compacte. C'est-à-dire, d'une part, on a ce qu'on appelait le système de research in pair, donc recherche en binôme avec Daouda Nyangata, qui va être interviewé également. Avec l'enregistrement d'un cours qui a eu lieu la semaine dernière, et puis maintenant ça débouche sur deux colloques qui sont dans mon domaine, la géométrie algébrique réelle. Donc je vais passer en tout 3 semaines au CIRM. Mon domaine de recherche, c'est la géométrie algébrique réelle. Donc là, on voit un peu un exemple. Il y a d'une part des équations et d'autre part des dessins de la géométrie, et plus particulièrement un aspect aussi algorithmique, donc qui tient compte de propriétés, disons, quantitatives et aussi algorithmiques des objets sur lesquels on travaille. Donc, voilà, donc je fais ça depuis vraiment Je suis une spécialiste du domaine. Cette semaine, là, il y a pas mal de gens justement qui... J'ai écrit 2 livres en coopération dans le domaine, et il y a pas mal de gens qui citent ces 2 ouvrages. Voilà. Donc c'est un domaine auquel je me suis consacrée du point de vue mathématique. Alors en fait, on peut dire que les choses ont démarré parce qu'il y avait aux États-Unis l'Association for Women in Mathematics, qui était déjà fondée depuis une quinzaine d'années. Et au moment du congrès international des mathématiques de Berkeley, la présidente de cette association à l'époque, Lénore Bloom, avait cherché à avoir un panel avec des gens dans différents pays. Elle avait assisté à un exposé que j'avais donné, où je parlais des liens entre la logique et la géométrie algébrique réelle. Et puis après, elle m'avait invité à participer à ce panel. Et à ce panel, on était plusieurs Européennes. Donc c'est à la suite de ça qu'on s'est dit que ça valait vraiment la peine de fonder un réseau européen. Mais en réalité aussi, pour préparer mon intervention au panel de Berkeley, j'avais été amenée aussi à faire une enquête auprès des femmes mathématiciennes en France. Donc, en fait, en regardant l'annuaire de la SMF et celle qui avait des noms féminins, donc j'avais écrit quand même à quelques dizaines de personnes à l'époque des lettres qui sont envoyées par la poste. Et j'avais été surprise par le nombre de réactions qui était assez importante, et donc on s'était dit pourquoi pas fonder une association aussi en France, d'autant que c'était aussi au moment où il y avait la fusion entre l'école normale supérieure de jeunes filles et l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, et qu'on craignait, à juste titre, parce que c'est ce qui s'est confirmé, que ça se traduise par moins de filles dans ces institutions. Donc l'intérêt, par exemple au niveau européen, c'était aussi de comparer ce qui se passait dans les différents pays. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de différences. Alors avec quelquefois des effets inverses de ceux qui seraient intuitifs, parce que les pays nordiques sont plutôt réputés pour être très égalitaires en matière de loi, en matière de parité, etc. Mais par contre, il y a très peu de femmes mathématiciennes, alors que des pays du Sud, comme l'Italie ou le Portugal, réputés plus machistes, disons, avaient énormément de femmes. Donc c'était vraiment intéressant déjà, ne serait-ce que recueillir ces chiffres et se rendre compte à quel point la situation pouvait être diverse. C'était vraiment très riche comme échange. Donc c'était dans les années, c'était au milieu, disons à la fin des années 80, quoi, que les deux structures se sont mises en place. Oui, les grandes avancées, des fois on est un peu sceptique, parce qu'en tout cas la proportion de femmes mathématiciennes en France est restée extrêmement stable, alors que dans d'autres pays où elle était plus basse au départ, elle a beaucoup augmenté, si on prend l'exemple de l'Allemagne par exemple. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait un effet très positif sur les chiffres, disons, sur la proportion de mathématiciennes. Par contre, je trouve que depuis quelques années surtout, depuis disons une dizaine d'années, il y a vraiment un effort et une réalité aussi qui est qu'il y a une beaucoup plus grande visibilité des femmes mathématiciennes. D'ailleurs, par exemple, là, ça fait plusieurs fois, c'est le cas aussi cette semaine, sur 4 des cours, il y en a 2 qui sont donnés par des femmes. Et toutes les dernières conférences auxquelles j'ai assisté, là, depuis que les choses ont repris après le Covid, je constate que vraiment, il y a très souvent, parmi les conférencières invitées top,
beaucoup de femmes. Je sais que c'est la règle aussi au CIRM pour l'organisation des événements, c'est la règle au SYMPA pour l'organisation des écoles de recherche. Enfin, et on voit que ça se fait, une fois qu'on y a pensé, disons, ça se fait sans effort, parce qu'il y a vraiment quand même beaucoup de femmes très très compétentes, quoi. Mais ça peut pas dire que ça se traduise dans les effectifs de recrutement. Par contre, là, ça reste stagnant. C'est très difficile hein, d'avoir vraiment des chiffres suivis. C'est tout un travail qui demande... Enfin, on l'a fait à différentes périodes, mais après, arriver à avoir un suivi, on espère, ce qu'on espère, c'est avec le système de Centralblatt de mathématiques, il y aura un mécanisme qui permettrait d'extraire de façon automatique les données de recherche pour savoir quelle est la proportion de femmes dans quel pays, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait au point. Quand on essaie de faire des enquêtes, c'est forcément long et compliqué. Donc, au niveau européen, on n'a pas des chiffres d'ensemble. Bon, au niveau de la France, on sait que essentiellement, ça stagne. Donc, autour de 20% peut-être au niveau autour de 30% au niveau des doctorantes, autour de 20% au niveau des premiers recrutements et encore très peu, moins de 10%, et même quelquefois des nombres qui baissent pour les femmes professeurs. Avec des différences entre les mathématiques, disons, fondamentales et les mathématiques appliquées, parce que c'est quand même dans le domaine des statistiques, et puis bon, des différents aspects des mathématiques appliquées, en général la proportion de femmes est quand même un petit peu meilleure. Mais bon, c'est quand même un problème, disons, enfin une réalité qui a certainement des raisons profondes qui font que ça ne peut pas évoluer non plus très très vite, quoi. Donc il y a ce phénomène du plafond de verre et qu'on observe vraiment. Donc il y a tout un travail fait par la communauté pour travailler là-dessus, en particulier donc au-delà de l'association Femmes et Mathématiques, qui n'est d'ailleurs pas une association uniquement pour les femmes. Les personnes intéressées par le thème peuvent évidemment y adhérer, mais il y a aussi donc alors ce qu'on s'appelle journées parité, donc qui ont lieu déjà depuis plusieurs années, et aussi un forum parité où il y a, je dirais, peut-être 500 personnes inscrites, visiblement, enfin je ne connais pas exactement la proportion de femmes et d'hommes, mais ça m'a l'air assez paritaire là aussi, où il y a des discussions en permanence là-dessus. Mais c'est vrai que, alors après, il y a une contrainte aussi qu'on a en France, c'est le fait que les promotions se font, enfin pour passer professeur, il faut accepter de se déplacer. Et maintenant, c'est devenu très difficile d'avoir un poste de maître de conférence parce que après la thèse, il y a les années de post-doctorat, etc. Une fois que les gens s'installent, éventuellement ils ont des enfants à ce moment-là, ils n'ont pas forcément envie de repartir pour une promotion comme professeur. Donc je pense quand même qu'il y a un peu trop de contraintes, et en tout cas elles ne sont certainement pas du tout favorables aux femmes. Oui, alors effectivement, donc pour moi, ça a commencé effectivement avec European Women in Mathematics, et après on a créé l'équivalent en Afrique. Enfin, quand je dis on a créé, c'est des amis que j'avais connus dans le cadre du SYMPA et qui avaient assisté aux réunions européennes et qui trouvaient que c'était un cadre vraiment qu'elles avaient envie de développer en Afrique. Donc on a pu effectivement les aider à mettre ça en place. Et puis à partir de là, il y a eu aussi Indian Women in Mathematics, il y avait Korean Women in Mathematics. Enfin, on se rendait bien compte qu'il y avait vraiment un mouvement international. Et puis Ingrid Daubechi était donc la première femme présidente de l'Union mathématique internationale. Mariam Mirzakhani a eu la première médaille Fields. Donc il y avait une tendance, disons, à essayer de rendre les femmes beaucoup plus visibles. Et donc au moment de créer le comité, ils ont pensé à moi parce que j'avais justement cette expérience déjà dans différents continents. Donc ça s'est fait en 2015. Donc on a beaucoup travaillé surtout à constituer un réseau, donc ce qu'on a appelé les ambassadrices plutôt d'ailleurs, CWM Ambassadors. On en a plus de 150 dans tous les pays du monde, et elles travaillent ensemble dans le cadre d'un réseau pour s'encourager mutuellement. Et puis donc on a pu aussi, l'IMU a mis à notre disposition un budget, pas énorme, mais suffisant pour pouvoir vraiment financer
des débuts de réseaux, et maintenant il y a des réseaux de femmes mathématiciennes partout dans le monde, donc en Amérique latine et en Asie. On a aussi mis en place ce qu'on a appelé le WM Square, World Meeting for Women in Mathematics, et on en a fait un premier à Rio. Bon, le deuxième devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg avec tous les événements récents. Il a été en fait, il est devenu virtuel, il a eu lieu partiellement en Finlande, mais vraiment ça joue un rôle aussi pour arriver à constituer le réseau des femmes mathématiciennes dans le monde entier. Donc voilà ce qu'on peut dire. On a un site web aussi où il y a beaucoup de ressources, et en particulier on voit il y a plus d'une quarantaine de pays dans lesquels il y a différentes actions pour les femmes mathématiciennes, et donc ça apparaît sur le site. Donc déjà je constate que la mixité qui s'est beaucoup, bien entendu, qui est devenue à la fois une obligation et une habitude bienvenue en France, n'est pas forcément, au niveau du lycée, n'est pas forcément très favorable aux filles. Donc l'association Femmes et Mathématiques fait en particulier des journées réservées aux filles, en particulier des activités de théâtre forum, où il y a une troupe de théâtre qui joue certains rôles. Voilà, la fille accepte que son frère lui dise de mettre la table, est-ce qu'il faut le faire ou pas. Après, il y a un garçon qui a l'air de penser qu'il va pouvoir expliquer des maths bien mieux que la fille. Et puis donc on demande aux jeunes de dire s'ils sont d'accord, de réagir. Enfin, c'est le système du théâtre forum. Et franchement, c'est impressionnant de voir à quel point ça continue en fait à se manifester. Donc je pense qu'en fait l'influence des jeunes entre eux n'est pas négligeable en fait. Donc c'est vrai qu'on constate que déjà au niveau du lycée, il y a des différences d'orientation, et puis après ça se perpétue un petit peu par la suite, quoi. Donc, et là, avec des fois, il y a des réformes qui sont faites dans des bonnes intentions, évidemment. Les réformes sont, non, mais c'est vrai, sont en général faites dans des bonnes intentions, mais pas forcément en réfléchissant très bien à ce qui va se passer. Donc là, le fait de supprimer les maths des matières obligatoires au lycée pour essayer de le réintroduire par la suite, typiquement, ça n'a pas du tout été favorable à la participation des filles, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se jouent au moment de l'adolescence. C'est à ce moment-là que les gens prennent plus ils s'identifient plus à des rôles, etc. Parce que quand on voit au collège, enfin en primaire bien sûr, mais même au collège, souvent les filles sont très actives et tout ça. Mais après, il y a un moment où, au moment de s'orienter vers des études supérieures ou dans le lycée, dans le rapport avec les garçons, il y a des choses on retombe un peu dans des stéréotypes, quoi. Au moment du congrès international, le dernier, donc, qui a eu lieu partiellement en Finlande et surtout virtuellement, on avait justement organisé une table ronde sur les différentes initiatives vraiment pour les filles, quoi. Alors ça peut passer par des Olympiades, soit participation aux Olympiades, je dirais, de tout le monde, mais en prêtant attention à la proportion des filles, soit des Olympiades spéciales pour filles. Enfin bon, il y avait tout un panel qu'on trouve en ligne aussi, où il y avait vraiment des expériences internationales. On avait quelqu'un de chaque continent, en fait, il se passe des choses intéressantes partout. Alors bon, ça a été un peu lent, je dirais. Au niveau de la SMF, moi-même j'ai été présidente de la SMF à un moment donné, mais franchement ces thèmes-là avaient du mal à émerger. Donc ça c'est depuis environ une dizaine d'années, je pense que ces fameuses journées parité là, qui sont aussi organisées par la SMF, même le fameux titre de la revue de la SMF qui s'appelait Gazette des mathématiciens, ce qui nous énervait sérieusement, c'est devenu maintenant la Gazette de la Société mathématique de France, mais ça a été tout un processus pour arriver à changer. Bon, moi je trouve que aussi au moment des 150 ans de la SMF, il y avait des femmes et des hommes à parité parmi les intervenants. Au niveau, enfin, on voit bien que c'est quand même devenu aussi une préoccupation. Alors après, il y a d'autres questions auxquelles je suis attachée. Bon, ça ne fait pas d'unanimité non plus, mais sur l'écriture inclusive, le fait que dans un texte, on s'adresse chers collègues, enfin qu'on laisse entendre que la personne à qui on s'adresse peut aussi bien être une femme qu'un homme et qu'on ne nous oublie pas, quoi. Ça, c'est des sujets assez discutés. Donc je sais que Damien Gaillet, qui à l'heure actuelle qui dirige la Gazette, est attentif à ce genre de choses, quoi. Donc là aussi, c'est en train d'évoluer. Donc je pense qu'on
ne veux pas dire que ces sociétés savantes aient joué un rôle d'avant-garde, mais en tout cas, elles suivent le mouvement, elles l'accompagnent. Donc, par ailleurs, Femmes et Maths est toujours intégrée dès qu'il y a des activités communes. Enfin, il y a plusieurs associations, il y a la SMF, il y a la SMAI, il y a la SFDS, Femmes et Maths en fait toujours partie. Enfin, il y a quand même une collectivité d'organisations qui travaillent pour les maths, elles le font ensemble, quoi. Donc il n'y a pas d'exclusif, il n'y a pas de personne n'est exclu de ce processus, quoi. Oui, donc ça c'est un peu le problème aussi de. Effectivement, on peut se dire, si on insiste sur des femmes, c'est nos deux médailles Fields, donc ça ne fait pas beaucoup sur la soixantaine ou soixante-dizaine qu'il y a eu tout à travers l'histoire, ou qui sont en très très grande majorité des hommes. On pourrait penser qu'elles sont tellement éloignées peut-être du standard d'une lycéenne que c'est presque intimidant, quoi. Je veux dire, Marie Curie, pour moi, c'était le seul exemple de femme scientifique dont j'ai entendu parler quand j'étais jeune. Mais je pense que, en fait, quelqu'un comme Maria Mirzakhani. Alors après, il se trouve que ces deux femmes-là, je ne sais pas si c'est un hasard, mais elles nous renvoient quand même aussi à des choses très fondamentales concernant les femmes et la politique. Donc Maria Mirzakhani était iranienne. Quand elle a eu la médaille Fields, elle portait rien sur la tête, et il y a eu tout un débat pour savoir comment est-ce que ce serait rapporté dans les journaux en Iran. Donc certains journaux l'ont mis sa photo telle qu'elle était, d'autres l'ont plus ou moins couvert avec quelque chose sur la tête. Après, sa fille, étant de père non iranien, n'avait pas la nationalité iranienne. La loi iranienne a changé pour que la fille de Maria Mirzakhani soit iranienne. Donc en tant qu'icône, je veux dire, elle ne joue pas un rôle seulement pour les femmes mathématiciennes, elle joue vraiment un rôle aussi en Iran. Bon, après, on voit qu'en Iran, le problème est loin d'être réglé. Et puis par ailleurs, elle est morte très prématurément d'un cancer du sein. Bon, c'est quand même encore une maladie qui touche beaucoup les femmes. Donc il y a beaucoup d'aspects de sa vie, de ce qu'elle représente, qui vont complètement au-delà du fait d'être une mathématicienne. Et je pense qu'en tout cas, nous on a fait aussi une exposition, d'ailleurs, qui va venir au Cirement prochain. Mais on la voit travailler, on la voit faire des dessins. Enfin, je trouve qu'on comprend un petit peu à quoi ça peut ressembler la recherche mathématique quand on voit comment elle était, quoi. Donc c'est vraiment une personne très, très importante pour nous. Donc Marina Wiatowska, c'est beaucoup plus récent, elle vient d'avoir la médaille Fields. Mais elle, quand on était en Finlande et qu'elle s'est présentée, elle a insisté sur le fait que, voilà, elle est ukrainienne, elle a pas fait beaucoup de maths tous ces mois derniers parce qu'elle a accueilli ses sœurs et donc remercier les personnes qui s'occupent des réfugiés, etc. Bon. Voilà, donc c'est ces deux femmes, je dirais je les aime aussi parce que c'est pas seulement des mathématiciennes, c'est vraiment des êtres humains très généreux et qui nous apportent beaucoup en fait. Donc je pense que ça montre quand même que effectivement les mathématiques ne sont pas forcément quelque chose qui dessèche les individus ou qui les met à part, quoi. Ça peut être aussi des très belles personnes, en fait. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut parler de ces grandes dames et que ça peut intéresser les jeunes aussi. Et alors aussi, donc l'Afrique, c'est aussi quelque chose de très ancien dans ma vie, puisque c'est l'année de la création du CIRM en 81 que moi je suis partie pour 2 ans au Niger avec ma famille. Donc mon mari, Michel Coste, mathématicien, nos enfants qui étaient petits à l'époque, et que depuis ce séjour là-bas, à l'université de Niamey, ça a été un engagement un peu définitif, déjà pour le Niger, après pour le Niger, bien sûr, il y a l'idée aussi là d'avoir un réseau entre les différents pays africains. Donc grâce aussi au SYMPA, qui est aussi une institution qui a été créée la même année que le CIRM en 81, qui s'est aussi développée beaucoup. Donc j'ai régulièrement fait des activités, formé des étudiants, contribué aussi à l'association pour les femmes mathématiciennes africaines dont je parlais tout à l'heure.
Et puis, après avoir eu des responsabilités à la Société mathématique de France, le SIMPA s'est rendu compte que si on ne mettait pas le paquet pour l'Afrique subsaharienne, bon, quand le SIMPA a été créé, il y avait l'idée du tiers-monde, c'était un peu une masse un peu indifférenciée, mais après, il y a quand même des pays qui s'en sont beaucoup mieux sortis, je ne sais pas, le Brésil, l'Inde, etc. Donc, il y avait besoin de rééquilibrer les choses en mettant vraiment une forme d'effort particulier pour qu'il y ait vraiment des activités en Afrique, parce que sinon, on comptait aussi tout ce qui était en Tunisie, Algérie, voilà. Mais si on voulait regarder ce qui se passait dans l'Afrique au sud du Sahara, il ne se passait pas grand-chose. Donc j'ai été chargée de m'occuper de ça en 2007 et pour plusieurs années. Donc maintenant, c'est vraiment devenu quelque chose qui existe. Donc maintenant, il y a vraiment beaucoup d'écoles dans les pays, au sud du Sahara. Et voilà. Et puis donc petit à petit, en encadrant des gens et en ayant bien connu le CIRM, je trouvais que ça manquait beaucoup d'avoir une structure de ce style en Afrique. Mais pour moi, c'est aux Africains eux-mêmes d'en prendre l'initiative. Et c'est ce qui s'est passé récemment. Donc, quand j'étais à l'université de Ziguinchor, j'ai été reçue par le recteur de l'université qui m'a dit voilà, nous, on voudrait créer un centre international de rencontres dans un très beau terrain qui est au bord de la mer, etc. Mais on a besoin de personnes qui s'y connaissent au niveau international, qui ont un bon réseau. Et est-ce que vous voulez nous aider à monter ce projet? Mais pour moi, c'était extrêmement... C'est un aboutissement aussi de toutes les démarches précédentes, en me mettant au service d'un projet qui est une initiative d'une université africaine. C'est pour ça que c'est quand même un petit peu différent de Ames, qui est quand même une structure importée, quoi. Donc on pense qu'on fait un pas supplémentaire et qui nous semble important. Il ne s'agit pas de faire quelque chose pour les maths, mais vraiment pour l'ensemble des disciplines scientifiques au niveau du Sénégal. Et ça existe, je dirais, encore moins. Même ça n'existe même pas tellement chez nous, parce que c'est toujours souvent des centres de maths, des centres d'informatique, etc. Donc là, c'est quand même l'idée d'avoir quelque chose. Et on pense que ça va aussi aider le gouvernement sénégalais à le financer, si ce n'est pas pour une partie, mais vraiment pour l'ensemble. On a déjà été reçus avec Daouda par Pascal Hubert, un mercredi. Et après, il nous a écrit aussi une lettre de soutien. Donc c'était déjà la première chose, c'est qu'il y a une lettre de soutien où le CIRM reconnaisse l'intérêt de ce qu'on propose. Et alors, à l'heure actuelle, il y a quand même l'idée que ça va être difficile peut-être de faire prendre l'avion à tout le monde et que donc l'idée d'avoir un site miroir, enfin un endroit où le même colloque finalement se passerait simultanément à deux endroits. On écoute un exposé qui a lieu à un endroit et puis après on le commente parce qu'il y a d'autres spécialistes à l'autre et réciproquement. Donc ça, c'est le genre de choses dont on voit bien qu'on cherche un peu un modèle pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc là, on peut penser que Sirius serait un endroit tout... en tout cas, c'est ce que Pascal nous a proposé et ça semblerait vraiment très intéressant, quoi, en fait. Et après, il y a des choses aussi... comment dire, plus à ras de terre, on peut dire, mais qui sont très importantes pour Sirius, qui sont aussi quel type de service on veut avoir, comment organiser aussi le personnel pour libérer les enseignants-chercheurs pour qu'ils puissent vraiment faire de la science. Donc il y a toute une expérience qu'on a ici avec des personnels hautement qualifiés et de qualité. Ça ne se fait pas du tout en Afrique jusqu'à maintenant. Donc si on peut prendre modèle sur ce type de structure pour arriver à faire évoluer ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement utile, quoi. Parce qu'à l'heure actuelle, franchement, un collègue africain qui organise une école sympa, il faut qu'il fasse tout de A à Z, quoi. Il n'a aucune aide technique pratiquement, quoi. Donc, si on fournit un centre bien structuré, on va déjà beaucoup aider les gens. Donc là, on essaie quand même de le faire démarrer rapidement, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir au début une construction un petit peu comme au CIRM au début, il n'y avait pas tant que ça d'hébergement. Donc là, il y a un hôtel juste à côté qui pourrait servir pour l'hébergement. Et puis, donc l'idée, c'est de démarrer d'ici un an ou deux, quoi. On est très optimiste. Donc,